Bon, d'abord, je ne vais pas vous refaire le détail du budget fédéral. Je laisse ça aux gens que ça passionne plus que moi, mais je vais vous parler quand même du contexte politique et de son emballage. Et il y a effectivement une tentative de rupture avec l'ère Trudeau, mais je fais remarquer en passant qu'il y a une habitude de l'ère Trudeau qu'on n'a pas laissée derrière soi en préparant le budget, et ça s'appelle la tendance à l'inflation verbale. Et l'inflation verbale, on la voit d'abord dans la rédaction de ce budget qui est 2 fois plus long que ce que quelqu'un qui ferait un bon travail d'édition aurait réussi à faire pour qu'on arrive à trouver la substance. Vous parlez du budget comme tel, là, qui fait 400-500 pages? Oui, puis que 250 pages, je pense qu'on aurait pu couvrir le même terrain, mais il y aurait eu moins d'historique générationnel, etc., investissement, je ne sais pas combien de fois. Il s'appelle un Canada fort. Il fallait bien mettre un peu d'enflure. Il y avait beaucoup d'enflure. Il est sur les stéroïdes, autrement dit. Mais le problème du gouvernement, et on le voit dans la couverture ce matin, et là, j'en suis vraiment pas sur le contenu, mais c'est une habitude ou une stratégie, très mauvaise stratégie de M. Carney et de son équipe depuis le début, c'est de promettre beaucoup et de livrer moins. On l'a vu avec les relations canado-américaines et toutes ces échéances qui ont passé après qu'on a promis plein de choses. Rappelez-vous, au début, on allait conclure une entente sans tarif. Et on est là. Et avec ce budget, on en a tellement parlé avant, aucun budget fédéral que j'ai couvert a été autant gonflé d'avance en prévision de son dépôt. Et évidemment, quand on fait ça, on gère les attentes dans le mauvais sens. Ça aurait été difficile d'atteindre la barre du budget. C'est pas parce qu'on dit 100 fois que c'est générationnel et historique que ça l'est. Et ceux d'entre nous qui sont assez vieux pour avoir couvert, par exemple, le budget de 95, on le voyait, le virage. Dans le budget de 95, on savait qu'on se mettait sur une piste complètement différente et qui allait probablement nous amener ailleurs. Ce budget-là n'est pas plein de choses qui sont inutiles ou mauvaises. C'est juste que le résultat, à la fin, le facteur wow a été tué par la réclame qu'on en a fait avant. Et il y a un décalage certain entre la perception des gens qui l'ont reçu, y compris ceux qui lisent les reportages, et le discours du ministre qui veut vraiment vous convaincre que c'est la meilleure chose au monde depuis l'invention du beurre d'arachide. Puis on sait qu'il est bon là-dedans, François-Philippe Champagne. Peut-être, mais ça aide pas. Si on présente un budget de technocrate, il faut parler un peu comme un technocrate et pas comme un vendeur d'auto-usagers. Et là, il y a une discordance dans le discours qui est frappante. Son avenir. Il y a des gens qui disent rupture avec l'ère Trudeau. Moi, je vous dirais qu'en regardant le budget, il semble avoir été écrit davantage pour compliquer la vie ou attirer des électeurs de centre-droit, des progressistes conservateurs, que pour plaire au NPD ou à des ailes progressistes de parti. Stephen Harper, selon moi, aurait été beaucoup plus susceptible, dans les mêmes circonstances, d'écrire le budget qu'on voit aujourd'hui que Justin Trudeau, évidemment. Est-ce que ça en fait un mal? Le problème pour le gouvernement, c'est que c'est pas nécessairement le genre de budget qu'on veut utiliser pour aller en campagne électorale, mais à l'inverse, et encore une fois, on le voit dans la couverture ce matin, il n'y a pas vraiment de poignée solide pour les partis d'opposition pour justifier non plus une campagne électorale. On ne fera pas 51 jours, parce que c'est ça qu'on ferait si le gouvernement tombait dans 2 semaines. On aurait une campagne assez longue pour se retrouver de l'autre côté du jour de l'an. On ne va pas aller voter le 2 janvier. Il n'y a pas assez de matériel pour faire une campagne pendant 51 jours en disant le déficit. Surtout que là-dessus, on a géré les attentes convenablement en laissant, et je pense que je vous en avais parlé, quand le chiffre de 100 milliards a commencé à circuler, je pense que je vous avais dit, attention, ne touchez pas à ce chiffre qui est fait pour être dégonflé. La certitude, c'était que ce déficit n'allait pas être à 100 milliards ou même à 99. Oui, à se demander, effectivement, si ce n'est pas les libéraux qui l'ont fait circuler, là. Comment ça pourrait se passer? Alors, hier, le Bloc québécois et les conservateurs ont dit on n'appuiera pas le budget. Les néo-démocrates sont effectivement très embêtés. Ils sont 7. J'ai de la misère à imaginer qu'ils vont réussir à faire l'unité des 7, connaissant la dynamique à l'intérieur de ce caucus-là, pour qu'il y en ait qui appuient le budget ou que tout le monde s'abstienne. Je ne sais pas comment leur discussion va finir, mais je comprends une chose, c'est que les autres événements qu'on a vus hier et dont je vais vous parler pourraient avoir une incidence réelle sur la suite des choses. Et ça s'appelle... Vous savez, il y a une chanson en anglais, là, il y a 50 façons de laisser son amant.
il y en a aussi 50 de se faire une majorité où il y en a au moins 2. La première, c'est de faire une campagne électorale en disant « J'ai besoin d'une majorité, donnez-moi un mandat fort, j'ai besoin de mes 2 mains sur le volant. » Ça marche parfois, Jean Charest. Mais l'autre, c'est d'aller débaucher suffisamment de gens de l'autre côté pour se constituer une majorité. Là, on rappelle qu'il manque 3 votes. Il manque 3 votes, non, mais maintenant, il en manque 2. Parce que là, c'est effectivement l'autre sujet dont on va parler, la défection du député conservateur Chris d'Entremont qui traverse la Chambre, donc s'en va aux libéraux. Vous dites que c'est une première, ça. Il y a une première, j'ai hâte de voir s'il y en a d'autres, donc. Oui, mais c'est ça la question. Il y en a d'autres, peut-être? Bon. Alors, d'abord, Chris d'Entremont, c'est un député de la Nouvelle-Écosse. En Atlantique, on a toujours préféré les progressistes conservateurs aux conservateurs style albertain. Donc, lui a gagné son siège de justesse aux dernières élections. Il pourrait totalement se faire élire comme libéral, à condition que l'avance libérale en Atlantique, évidemment, se maintienne. Il prend pas un immense risque en traversant. Par rapport à ses concitoyens, là, oui, par rapport à l'électorat. Mettons qu'il était député du centre-ville d'une banlieue de Calgary, je donnerais moins cher de son avenir politique. Il était en rupture avec son parti et avec la direction de son parti depuis qu'il avait remplacé, lui, rappelez-vous, Anthony Rotol, président des communes, qui avait été obligé de démissionner de son poste à cause de cet ancien militaire ukrainien qu'on avait fait ovationné dans les tribunes quand le président Zelensky était venu. Donc, Chris d'Entremont avait remplacé le président et quand le Parlement a été reconstitué, il aurait voulu se présenter au poste de façon permanente parce qu'il était président adjoint. Et son parti a décidé d'appuyer quelqu'un d'autre. Alors, ça commençait mal et ça a continué. Et lui, il trouve évidemment dans le budget des éléments qui font qu'il se reconnaît dans le budget de Mark Carney. À la fin, il y a un progressiste conservateur comme premier ministre. Ça donne que c'est le Parti libéral qui a cette personne-là. Mais ce que moi, on me dit, c'est qu'il y a plus qu'un député, et il n'y a pas seulement M. d'Entremont, qui ont eu des entretiens au plus haut niveau avec des membres du gouvernement libéral, de façon polie de dire que peut-être qu'il y en a qui ont rencontré Mark Carney, et qui sont en réflexion sur leur avenir. Et on parle de quoi, là? 1, 2, 3 personnes? Il y a au moins 3 noms qui circulent. 3 autres noms? Possiblement. Mais moi, je me méfie toujours. La raison pour laquelle c'est pas une bonne idée de commencer à faire des paris sur des noms, c'est parce que c'est une décision extraordinairement personnelle. Et c'est le genre de décision où, parfois, on va se coucher le soir en se disant « Demain, je le fais », et le lendemain, on décide « Finalement, je vais faire encore un petit bout de chemin avec mon chef actuel ». Mais c'est pas bon signe pour le leadership de M. Poilievre. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une révision de son leadership et quand cette révision va survenir à la fin janvier, on va vouloir trouver quelqu'un qui a des chances d'amener les conservateurs au pouvoir. Dans le moment, son déficit au niveau de la popularité vis-à-vis Mark Carney est aussi large, aussi important qu'à l'époque où il avait 20 points d'avance, là, il y a 20 points de retard. Personnellement, comme chef, il est devenu un boulet au pied de son parti. Et s'il y a des députés qui commencent à quitter et que tout à coup, on se dit Mark Carney est là pour encore 3 ans et demi, parce que c'est ça qui arrive quand il y a une majorité. Il serait là encore 3 ans et demi. Là, il y a beaucoup de conservateurs qui vont se dire bien, si on a 3 ans et demi, profitons-en pour liquider ce boulet qui est devenu Pierre Poilievre et pour aller voir si on peut trouver mieux. Et au sein du caucus, son autorité morale, à chaque fois qu'il y a une défection comme ça, son autorité morale diminue, évidemment. Elle est déjà très diminuée par sa défaite électorale. Alors, quelque part, j'ai l'impression que l'opération séduction des libéraux vis-à-vis certains membres du caucus conservateur n'est pas encore terminée. Je ne sais pas si ça va aboutir, mais ce n'est pas la position où le chef de l'opposition officielle voudrait être au moment où il dit « Moi, je vais voter contre le budget et vous amener en campagne électorale. » Oui, c'est ça. Oui, ça a moins de punch, comme on dit. Chantal, un gros merci.